Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons à cette émission parler de cette enquête réalisée dans la baie des Cayes par le CHRAD avec évidemment l'implication de plusieurs scientifiques étrangers. Sur le plateau de la rubrique, d'abord, dans un premier temps, trois invités. Michael E. Splate, qui est docteur en météorologie. L'ingénieure Anibra, directrice ECON, l'agence d'ingénierie en environnement et en construction, professeur à l'université Quisqueya. Et ensuite, Jean-Lucien Ligondé du CHRAD, président du conseil d'administration du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Et à la deuxième partie de l'émission, Gary Azario, docteur en géologie marine. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, de votre fidélité à cette rubrique. Accueillons nos invités. D'abord, Madame Anibra. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Jean-Lucien Ligondé, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous et bonjour également à tous les téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Michael Splate, bonjour, welcome. Bonjour. D'entrée de jeu, parlons de cette enquête. Parlez-nous de l'opportunité d'une telle démarche. Pourquoi? Il fallait, Wendell, il fallait également prendre des décisions pour l'aménagement en premier lieu de la baie des Cayes et également de l'île Lavache. Comme vous l'avez entendu parler, il y a des millions, des centaines de millions de dollars qui sont investis à l'île Lavache et on ne pourrait pas aménager cette île de façon durable sans les études d'impact environnemental et social, sans les études de la biodiversité terrestre et non plus sans les études de risques cycloniques et risques tsunamiques. Donc voilà, ce sont ces études que le CHRAD a réalisées avec ses partenaires internationaux, sous la direction du docteur Anibra, qui est avec moi également. Oui, Madame Anibra a un doctorat en sciences environnementales. Et dans le cadre de cette recherche, vous avez fait quoi? Bon, mon travail a été de coordonner les différentes équipes, savoir déjà qui fait quoi, quels sont les spécialistes dont nous avons besoin. Par exemple, pour l'étude sur la biodiversité, on avait besoin quand même de plusieurs chercheurs, des gens qui sont à même d'aller sur place, de collecter des données et ensuite de restituer les résultats de ces données-là. Donc, du coup, j'ai été amené à coordonner une belle équipe de chercheurs. L'équipe, le travail a duré combien de temps? Je veux dire que le travail a duré environ 8 mois. 8 mois de collecte de données sur le terrain et d'analyse. Environ, on peut dire, on a passé environ 4 à 5 mois sur le terrain pour les différentes enquêtes. Il a fallu même parfois dormir dans les mangroves au cours de la nuit parce qu'il y a certains animaux, c'est à travers le sommeil, c'est pendant la nuit qu'ils sortent sur l'île et c'est à ce moment-là, c'est la nuit seulement qu'on aurait pu collecter certaines données. Et demandez pour moi à Michael Splate, qui est docteur en météorologie, est-ce qu'il a déjà participé à d'autres enquêtes de ce genre? Michael, Wendell would like to know if in the past you have done research in that field, climate change. Yeah, in the 1990s, I worked with the Atmospheric Radiation Measurement Program as part of the site scientist team. Okay, en 1990, oui, il avait déjà l'opportunité de réaliser ce genre d'enquête déjà. Maintenant, en ce qui concerne Haïti, quel est le niveau de vulnérabilité de la baie des Cayes et de l'île Lavache? In terms of vulnerability, what can you say since you've just performed your research on climate change? What can you tell us? What can you tell the public about vulnerability, the risk, actual risk? Yes. Haiti has seen about 1 degree Celsius
1 degree Celsius of warming over the last 100 years. Dans ces dernières années, Haïti, nous avons gagné un réchauffement d'environ 1 degré Celsius. But we're projecting 2 Celsius or more over the next 60 years. Et on projette un réchauffement de 2 degrés sur les 60 prochaines années. Qu'est-ce que ça va impliquer? What would be the impact on the country? The impact, certainly we're going to have more evaporation of water out of the soil with warmer temperatures. Ok, on va avoir un problème beaucoup plus d'évaporation de l'eau au niveau du sol, comme impact immédiat. Also energy considerations for cooling. Et puis le problème d'énergie, parce que maintenant au niveau, avec le réchauffement, c'est que l'air va devenir beaucoup plus sec, la terre va devenir beaucoup plus sèche. And it will be interesting to see how ecosystems will respond to this warming temperatures. Et ça va être intéressant parce qu'on va voir comment les écosystèmes vont réagir parce que là, le système va être modifié. Et donc, est-ce que c'est, je dirais, c'est irréversible? Is it irreversible? We have not completely reversible. We are committed to a certain level of climate change from the amount of carbon we put in the atmosphere. Le problème que nous avons, c'est le nombre de dioxyde de carbone que nous mettons dans l'atmosphère. Et c'est chaque jour que nous mettons ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que si nous arrêtons, il y a possibilité pour que le rythme de ce changement-là ralentit. If we stop putting that carbon dioxide, so that means we can, in fact, stop that acceleration of the global warming system. Yes, certainly reducing our input is going to help. We're looking at drying in Haiti as well, and we will have maybe 20% less precipitation in Haiti if we don't decrease carbon. Le plus grave problème que nous allons avoir, c'est que ça va engendrer de la sécheresse en Haïti et surtout nous allons avoir 20% de moins de pluie dans ce pays. Voilà le plus grave problème pour lequel nous sommes là aujourd'hui. 20% de pluie en moins d'ici 65 ans. Donc ça veut dire que dans 65 ans, une réduction de la quantité, ou bien on va passer à 20%. On aura 20% de moins de pluie, de 65 ans. Qu'est-ce que ça va avoir, comme tu le sais également, Wendell? Ça veut dire que ce pays va avoir un grave problème au niveau agriculture, beaucoup moins de nourriture, 20% de pluie, ce qui veut dire qu'on parle de peut-être 50% moins au niveau agriculture, de production agricole. On parle de maisons qui n'auront pas d'eau. Nous parlons de sécheresse au niveau de ce pays. Nous parlons de graves problèmes même pour la survie de cette population. OK. Est-ce que c'est ce qui va arriver en Haïti ou bien dans la baie des Cayes en particulier, sachant que le problème de rareté ou de pénurie d'eau dans les 25, 30, 40 prochaines années, c'est un problème qui est plutôt planétaire? Oui, il est vrai, mais cela veut dire ça, c'est une étude qui a été faite pour Haïti. Cette partie-là, sur le changement climatique, a été faite sur Haïti spécialement, ce qui veut dire que nous avons pour devoir aujourd'hui de commencer à renverser cette tendance. Il nous faut renverser la tendance car on ne peut pas se permettre de laisser ce pays sombrer dans l'incertitude et aller vers cette situation catastrophique. Donc ça, là on peut parler de conséquences des changements climatiques. Parfait. Donc les résultats de ces études montrent ou encore donnent ces résultats. Parfait. Maintenant, parlons des autres risques après les changements climatiques, tout en rappelant que Michael Splitt est docteur en météorologie. Maintenant, parlons des risques cycloniques. Quels sont donc les rapports? Michael, Wendell would like to know what will be the relation between the changement climatique, climate change, and also you want to know about cyclone, tropical storm. Tropical storm.
research on the tropical cyclone impact is less certain. We expect in the future perhaps less frequency, but perhaps more intensity. OK. Là, il dit les recherches ont montré, spécialement sur Haïti, que nous aurons moins de, par contre, avec c'est-à-dire de réchauffement planétaire et le réchauffement à notre niveau, nous allons avoir moins de cyclones. Par contre, les intensités seront plus élevées. Ça veut dire qu'on va avoir des cyclones de plus grande dimension. Mais la fréquence va diminuer. Oui, la fréquence. Au lieu d'avoir peut-être pendant la saison cyclonique 3-4 cyclones majeurs, vous pouvez avoir peut-être un seul ou bien deux. Mais les 1 ou 2 que vous allez avoir, ce sont des cyclones vraiment à forte intensité. Bon, à ce moment-là, ça ne peut pas compenser les autres problèmes qu'on pourrait avoir. Par exemple, si la fréquence va diminuer, eh bien, on n'aura pas d'inondations fréquentes non plus. Définitivement, on aura moins d'inondations. Mais par contre, c'est là qu'en matière de ce qu'on appelle les infrastructures pour protéger les villes, il devient important de mettre en place les infrastructures nécessaires pour protéger les villes contre justement les inondations par cyclone. OK. Normalement, on doit, puisque le rapport fait état de risques tsunamiques, cycloniques, changement climatique et autres, puisque c'est une enquête qui était centrée sur la baie des Cailles, parlons de l'île La Vache. Est-ce que nous pouvons dire que l'île La Vache est une zone très vulnérable aux inondations, aux tsunamis, aux cyclones et autres? Que pouvez-vous nous dire? Okay. All right. So, Wendell would like to know if you can talk about potential risk on La Vache in the form of cyclone or tsunami. If you can explain more of this, or if you want Gary. Well, I can speak about the cyclones, Okay. But Gary would speak more about the Okay, sea level. Okay, at the second part of the... Yeah, and the tsunamis, yes. He would speak more about that. Okay. So, Okay. Okay, do you want to... Ok, parfait. No, Donc, wait. Okay. Donc, comme il a bien dit, il dit la première partie, il va parler de la partie risque cyclonique, et Gary pourrait parler de la partie de tsunami après lui. OK, donc ce sera la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission. Maintenant, est-ce que nous pouvons dire que la baie des Cailles, les Cailles ou l'île La Vache, en fait, sont hors risque, ne sont pas sous les risques de cyclones et de changement climatique? OK. La baie des Cailles, La baie en des général. Cailles. Alors, si nous prenons la baie des Cailles de façon spécifique, nous pouvons dire que la baie des Cailles, la ville des Cailles est une ville plate. Et à certains endroits, le niveau de la ville des Cailles est même plus bas que la mer, le niveau de la mer. Ce qui fait que, bien que la ville des Cailles est protégée à un certain sens, lorsque nous regardons ce qu'on appelle la montée des eaux de mer, il est un fait certain que l'île La Vache, du côté sud, protège un peu la baie des Cailles, mais on a réalisé à partir des études que la ville des Cailles est beaucoup plus exposée que l'île La Vache aux inondations dues par cyclone ou bien par tsunami. Maintenant, et avant de mettre un terme à la première partie de l'émission, est-ce que Michael Splate a d'autres recommandations spécifiques à faire? Do you have special recommendation on your part of the study to the population or the country? On climate change aspects. Yes, in terms of climate change. I think one of the more serious aspects are, possible water-related issues with the decrease in precipitation. So protecting your water resources seems to be very important. With the increased temperature will increase evaporation, but you'll also have less precipitation. That's going to be a deficit in water. Il va y avoir un grand déficit d'eau à venir. Il faut commencer par préserver toutes vos réserves d'eau, toutes les réserves d'eau de ce pays. Avec ce problème de changement climatique,
automatiquement, vous allez avoir un assèchement de toutes vos réserves, de vos rivières, de vos sources d'eau. Il faut immédiatement commencer à prendre les mesures. Et les mesures qu'on avait discutées justement, c'est qu'il faut intensifier le reboisement de ce pays. On parle de 30 millions à 35 millions d'arbres qui sont coupés chaque année dans ce pays. Il faut planter 150, planter 200 millions chaque année et pour voir comment arriver vraiment à protéger les ressources hydriques de ce pays et protéger ce pays. Alors, voyons maintenant avec Mme Anibra. Vous êtes docteur en sciences environnementales. Et pour faire face au changement climatique, vous abondez dans le même sens que Michael Splate? Exactement. Alors, et moi, je voudrais surtout insister sur l'importance, je dirais, de la recherche. Pourquoi? Pour réaliser cette étude, on a dû collecter pas mal de données. Ce sont des chercheurs qui ont pris le temps de collecter des données par année et nous-mêmes, lorsqu'on en a besoin pour trouver ces résultats-là, on peut les avoir. Maintenant, dans les pays en développement, on a tendance à dire, oui, ce sont les fous qui font de la recherche. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on en a la preuve. On fait de la recherche pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et on a vu cela par rapport à la planification urbaine, par exemple. On voit, si on fait cette recherche de la bonne manière et on a ces données, on finance également cette recherche, parce qu'il y a un problème de financement également, on peut mieux planifier notre avenir. C'est une chose. Et si je parle également d'éducation en matière d'environnement, ça commence à l'école. Il faut insister là-dessus. Parce que nous, cette génération qui est là, s'en va. La génération, on parle maintenant de développement durable. Donc, on doit commencer par changer la façon d'éduquer nos jeunes en matière d'environnement et aussi à l'université et insister sur le fait d'étudier, de suivre, disons, des filières en matière environnementale. Et c'est énorme, il y a beaucoup de spécialisations. Donc, si on veut, je ne sais pas, dans 10 ans, avoir que des spécialistes haïtiens, ici, il faut commencer par financer cette recherche et aussi prendre à cœur ces problèmes-là. Et dernière question pour vraiment mettre un terme à cette première partie. Et voyons pour le CHRAD, le Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Vous avez dit tantôt que c'est sur recommandation du ministère du Tourisme ou de l'Environnement? Ça a été sur recommandation du ministère de l'Environnement au ministère du Tourisme, parce que le ministère de l'Environnement avait compris la nécessité de ne pas toucher à l'île à Vache sans qu'il y ait les études environnementales approfondies. Et comme preuve, par probité intellectuelle on peut le dire, il a fallu déplacer le premier site qui était prévu pour l'aéroport de l'île à Vache. C'est les études d'impact environnemental qui ont montré que Estréa, les études d'Estréa allaient placer l'aéroport en plein cœur d'une forêt millénaire que nous avons à l'île à Vache. Donc on a déplacé. On a déplacé. Donc on n'a pas coupé les arbres, on a sauvé cette forêt. Le projet tient encore, non? Le projet est en cours. Le projet est en cours, les routes sont en cours, l'aéroport est en cours à l'île à Vache, le port est en construction à l'île à Vache. Merci infiniment Anibra, merci Jean-Lucien Ligondé, merci aussi à M. Splate, Michael Splate. Dans un instant, après la pause évidemment, on aura donc à accueillir un autre invité qui aura donc à vous rejoindre. C'est Gary Azario. Gary est docteur en géologie marine. C'est avec lui qu'on va parler, qu'on va voir la question de tsunami et la possibilité ou encore les risques tsunamiques sur l'île à Vache et ou particulièrement ou en général la baie des Cailles. Mais ce sera tout de suite après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui sont nombreux. Jean-Lucien Ligondé du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Michael Splate, docteur en météorologie. Anibra, directrice ECON, agence d'ingénierie en environnement et en construction. Docteur également en sciences environnementales. Au retour, évidemment, Gary Azario va rejoindre l'équipe. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans un plus, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau.
matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin en détail, Titoni, en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont encore avec nous, avec évidemment l'arrivée de Gary Azario, qui est docteur en géologie marine. Bien évidemment, il va nous parler des risques de tsunami dans la baie des Cayes, en particulier dans l'île à Vache. Gary Azario, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, lui, ce qui le concernait, c'était la probabilité de tsunami dans la région des Cayes. Alors, dites-lui pour nous, est-ce que les gens qui sont à l'île à Vache sont exposés? Est-ce que ceux des Cayes aussi sont exposés? Ou bien, si d'aventure il y a un tsunami, où est-ce qu'on doit aller? À l'île à Vache? Ou rester aux Cayes? Quelle est la possibilité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, dites-nous. Wendell would like to know, Gary, if we have a tsunami, and what should we do? Should we go to La Vache? Or if you are in La Vache, should we stay there or go to Les Cayes? Or what should we do in case of tsunami? And explain to us all those studies that you perform on sea level prediction, on sea level rise, in predicted flooding of those areas. This is a very easy choice. If we have a tsunami or severe sea level rise, you want to be on Île à Vache because of its higher elevation. It is very resistant to sea level rise over a long period of time and tsunamis over a short period of time because of its higher elevation compared to Les Cayes. We already know that Les Cayes is subject to storm surge and flooding conditions. You go to the internet,
to Google and you say Lacaille flooding, you will get many, many pictures of flooding, but never on Île à Vache. Ok, là, si tu es à l'île à Vache, mieux vaut rester à l'île à Vache. Parce que la topographie de l'île à Vache fait de l'île à Vache vraiment un lieu sûr. C'est un lieu où, à cause de sa topographie, qui est vraiment assez élevé, donc l'île à Vache est beaucoup plus haut que le niveau de la mer. Si il y a tsunami, tu es protégé si tu es à l'île à Vache. Par contre, si tu es au Caille ou une ville plate un peu plus bas à certains points que le niveau de la mer, tu seras à risque si tu es au Caille. Donc, mieux vaut rester au Caille pour répondre à ta première question. And his second question was, what can we tell us about sea level rise and predicted flooding? If we take a longer-term view beyond the year 2050 or so and extend out to the year 2100 and beyond, we can expect about 1 meter of sea level rise by the turn of the next century, and beyond we may see more than 1 meter, perhaps up to 3 meters, depending on the scenario of greenhouse gases in the atmosphere and how the global ocean responds and how the ice sheets respond in terms of giving up some of their ice and adding that to the volume of the oceans. Alors, dans l'étude, ce que Gary voulait nous introduire avant, c'est que il a fait dans l'étude d'ingénierie qui a été faite, on a considéré les 3 scénarios. Une période de récurrence de 25 ans, de 50 ans et de 100 ans. Il a commencé par dire, si on prend une période de récurrence de 100 ans, les premières études ont montré que nous pouvons aller jusqu'à 1 mètre sur l'île à Vache, un niveau d'élévation du niveau de la mer jusqu'à 1 mètre. Donc c'est une période de récurrence de 1 an qu'il faut peut-être, sur laquelle il faudrait travailler. Maintenant, Gary, if we take for Lacaille, for example, we were discussing this morning that Lacaille, we may need to have a structure to protect the island up to 3 meters or even 4 meters in order against flooding. That is correct. We are already seeing the impacts of rising sea level and storm surge in Lacaille because it is so low. In order to protect Lacaille in the long term, you will have to go for the seawall option and maybe build it first at 2 meters, then extend it to 3 meters, and then to 4 meters, equivalent to the Dutch solution on the North Sea coast, where over many centuries they've had to increase the elevation of their seawalls to protect themselves from flooding. Ça veut dire que la vulnérabilité au niveau des cailles est assez grave. Il faudrait qu'au caille, au moins, qu'on construise une structure en pierre d'au moins 2 mètres et augmenter graduellement à 3 mètres selon la disponibilité des fonds et jusqu'à 4 mètres pour protéger cette ville réellement des risques tsunamiques et d'élévation au niveau de la mer qui peut, si on veut que cette ville arrête d'être inondée. Donc ça fait partie des recommandations. Ça fait partie des recommandations qu'il avait. Donc pour la ville des Cailles. Pour la ville des Cailles. Et ça veut dire que si jamais il y a un tsunami. And what about if you have a tsunami in Lacaille? What would be the situation? The situation will be equivalent to rising sea level, but over a much shorter period of time, like 1 day or less. So a tsunami is the equivalent of maybe 2 to 3 meters of sea level rise, but very quickly. Of course, it will recede, but as it's rising, it will do its damage. La différence, c'est que si nous avons avec un tsunami, c'est que vous allez avoir une élévation au niveau de la mer de 3 mètres, mais sur une très courte période, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de grands dommages. Alors que dans un cas différent, si on a un niveau de montée de mer normal qui va quand même arriver à inonder la ville, ça peut se faire sur une période assez longue. Et c'est là la différence entre ce risque, c'est une élévation due par cyclone, augmentation de marée par cyclone, ou bien c'est un risque tsunami. Le risque tsunami, c'est tsunami, et puis ça vient immédiatement, ça va dans une très courte période. Donc l'intensité, la vitesse est plus forte et les dégâts sont vraiment énormes. Est-ce que ça veut dire ça doit être le sauve-qui-peut? So what is it going to be? Everybody has to save their life, run away immediately in Lacaille.
If we take this tsunami scenario, of course, you want to get out of the way. You want to have a warning system, and so you have enough time for people to go inland and at higher elevation. In the longer term, you must make the decision whether you want to plan for rising sea level and build a retaining wall, a seawall, or do you want to simply retreat from the coast? Donc, comme vous avez dit, c'est vrai, il faut à ce moment-là installer un système d'alarme précoce pour que, au moins, que si les gens savent qu'ils entendent de l'alarme, ils peuvent au moins rentrer à un niveau plus élevé de la ville pour éviter que ces gens qu'ils soient quand même soient morts, tués par tsunami. Mais également, ce qu'il faut faire, c'est comme on a fait actuellement à Wavjirimi, à Soleil, c'est construire des murs de rétention pour protéger la ville. OK. Maintenant, dites-lui pour nous, en fait, dites-lui, généralement on dit pour qu'il y ait tsunami, il faut qu'il y ait tremblement de terre. Est-ce qu'il a pris en considération, bon, c'est pas est-ce qu'il le sait, est-ce que c'est exactement ça ou bien uniquement un tremblement de terre qui peut provoquer un tsunami? You would like to know and also to inform the population, do we need an earthquake to have a tsunami? Only. No. Generally, tsunamis can be the direct result of an earthquake, but earthquakes can also trigger very large-scale landslides, as the earthquake of 2010 did. And the highest tsunamis in 2010 were related to massive landslides rather than directly to the earthquake activity. Normalement, un tsunami est produit par un tremblement de terre. Mais ce n'est pas toutes les fois. Nous pouvons avoir un tsunami avec seulement à part un glissement de terrain. En 2010, ce qui est arrivé aux endroits en Haïti, il y avait 2 ou 3 endroits qu'il nous montrait qu'il y avait tsunami en Haïti réellement. Il a dit c'est parce qu'on a eu un glissement de terrain. C'est le glissement de terrain qui a provoqué à ce moment-là le tsunami, mais pas directement le tremblement de terre. Et dites-lui, est-ce qu'il a en tête un endroit où il y a eu tsunami en 2010? Can you tell us a specific location in 2010 where they had a tsunami? Yes, there were tsunamis in the small ones in the Port of Prince area, and there were some larger ones on the southwest coast of Haiti triggered by landslides. And I think there was evidence of a large one to the east of Lacaille in the Jacmel area. And you see the evidence of this from satellite imagery. Il a dit à partir des relevés satellitaires qu'ils ont eus, il y a eu dans le sud-ouest, dans le sud-est du pays, plus spécifiquement dans la zone de Jacmel, les relevés satellitaires ont montré qu'il y a eu un tsunami. Évidence de tsunamis en Haïti. Il y a eu des petits tsunamis à Port-au-Prince, mais qui n'étaient pas graves. Mais les vrais tsunamis, on les a eus. J'ai entendu dire de préférence que la mer avait reculé, mais on n'avait pas parlé de tsunami. Okay. He said in some areas they do see the sea went back into, I would say, went back to the ocean in the middle of the ocean, but we didn't have a tsunami. What did happen? In that case, it is very likely that you are seeing the initial trough of the wave, like a wave on the beach. But as the crest of the wave came in, it probably came across that shallow platform and dissipated before it reached the shoreline. Okay. So there's natural protection in the area from tsunami. Il a dit ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est comme lorsque les vagues arrivent sur la côte, sur le littoral. Maintenant, lorsque les vagues retournent, les vagues rencontrent un creux, un vide qui est provoqué par le tremblement de terre. Et à ce moment-là, l'eau s'est infiltrée immédiatement et les vagues ne retournent pas sur le littoral. Donc c'est ce creux, c'est quand même, ça a été une protection quand même pour cette zone, au lieu que ça retourne en tsunami. Et puis bon voilà, il y a eu un creux quand même qui a absorbé. OK. Maintenant, nous devons retenir que l'île La Vache est une zone protégée. Protégée, pas trop vulnérable. Pas trop vulnérable. Yeah.
Donc c'est un endroit à choisir. Définitivement, c'est ce que les études ont montré, comme vous pouvez voir ici. Les études ont montré que Île à Vache est protégée contre tsunami, tout à fait naturellement. Il y a peut-être 1 ou 2 points où il faut intervenir. Île à Vache est protégée contre inondation. Encore une vraie merveille. C'est ce que les études ont réalisé, ont révélé. OK. En ce qui concerne, on sait, pour éviter l'aggravation de l'environnement, et quand on parle de changement climatique, on a préconisé le reboisement. Et maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a des préventions pour éviter des dégâts s'il y a un tsunami? Bien entendu. Alors, moi-même, je ne suis pas spécialiste en la matière, ça il faut bien le préciser, mais il y a des mesures quand même de mitigation. On a parlé tout à l'heure de reboisement, mais si on prend particulièrement le cas de l'Île à Vache, on a les mangroves qui sont là et qui présentent vraiment, qui sont d'un intérêt capital. Il faut les protéger parce que ce qui arrive, on observe les gens qui coupent ces mangroves-là pour faire du charbon de bois. Donc, il faut quand même trouver un moyen pour stopper ce phénomène. Parce qu'à l'avenir, ça va être grave. Ça va être grave. On parle, tout à l'heure, on parlait de, voilà, et Île à Vache a une espèce de résilience par rapport à tout ça, aux catastrophes. Mais si on ne protège pas ce site, finalement, on va le perdre. Oui, mais les mangroves sont là depuis des siècles, non? Justement, mais on est en train de les perdre. Si on ne fait rien... Vous pensez que ça va permettre que les vagues arrivent s'il y a le fait de les couper? Naturellement. Si ces mangroves-là nous protègent en quelque sorte, on les coupe. La conséquence, elle est évidente. OK, maintenant, ça c'est une première recommandation, pas vrai? Ah. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations pour l'Île à Vache? Gary, what would be other recommendation, advice to protect Île à Vache that you can provide? My primary recommendation is to preserve its natural resistance or resiliency from these major events. And the way to do that is cluster development in high areas and away from the natural protection that you find along the shoreline. In other words, do not develop in the mangroves, do not develop right on the shoreline, on the beach, like Miami. Stay out of harm's way. It's okay to develop. You cluster develop, you do it in a green style, green development, sustainable development is what you want to call it. So you can live in harmony with nature as long as you understand nature and avoid these disasters by getting in the way of events like tsunamis, storm surge, and eventually sea level rise. Donc la première chose qu'il faut faire, mes premières recommandations, ce serait que vraiment qu'on fait un aménagement durable, un aménagement qui préserverait tout ce qui est vert sur l'île. Nous avons en premier lieu les mangroves, ce sont les zones à protéger. Le littoral, il ne faut pas construire sur le littoral comme on fait à Miami, il faut construire en dehors du littoral. Car le littoral, ce qui fait que la grande valeur de la résilience de cette île, c'est le fait que justement, il y a un système rocheux qui protège l'île tout à fait de façon naturelle. Il ne faut pas aller couper cette, je dirais, cette protection naturelle pour aller mettre les hôtels. Il faut aménager dans des endroits où la protection n'est pas tout à fait parfaite. Car l'Île à Vache est une ville qui se protège de par elle-même. OK. Et on va finir avec l'interview, mais j'estime important de revenir sur une recommandation qui a été faite quand vous parliez de système de rétention pour protéger, de rétention des vagues ou de l'eau pour protéger la ville des Cayes. Qui doit prendre en charge, ou encore qui doit prendre des dispositions pour? Ces dispositions doivent être en premier lieu
prise par le ministère de la Planification et le ministère de l'Environnement de ce pays. Pourquoi? Parce que je dirais même, il faut même un tandem avec le ministère des TPTC. Mais en premier lieu, c'est une responsabilité du ministère de l'Environnement et du ministère de la Planification, car la planification doit planifier les villes. Maintenant, prenons le cas par exemple de la ville d'Ekaï. La ville d'Ekaï, Wendell, tu es du sud, tu es de Jacmel, tu es du sud. Nous avons perdu 5 forts dans les 120 dernières années. C'est les recherches de Schrad qui ont montré qu'on avait 5 forts dans la baie de la ville d'Ekaï. Et ces 5 forts, les vestiges sont sur la mer. Dans les études que nous venons de faire avec eux, le Schrad a découvert plusieurs canons. Par exemple, dans le fort Lillet, qui sont sur la mer. Nous avons découvert dans le fort La Toutrelle plusieurs canons. Dans le fort La Toutrelle, il y a également du fort Alexandre, des canons que nous avons trouvés sur la mer. Nous les avons vus. On ne peut pas les déplacer. Parce que c'est quand même des vestiges. Comment ça s'est passé? Donc, comment expliquez-vous la disparition ou encore la perte de ces forts? Justement, c'est ce qu'on appelle pour nous-mêmes l'érosion marine. L'érosion marine, le réseau marine a fait que les vagues, la mer, les vagues tournent dans une certaine direction. Et si on ne met pas ce qu'on appelle nous-mêmes les digues de protection pour couper l'énergie des vagues, les vagues viennent et rongent la terre. Et c'est l'érosion marine. Et le deuxième problème, c'est le problème, toutes ces grandes villes, par exemple, Lillet, la baie d'Ekaï, une grande partie était également protégée par des mangroves. Par exemple, si vous prenez Okaï spécifiquement dans la zone de Lillet, un endroit où il y avait autrement, dans le passé, 116 hectares de mangroves, elle est réduite à 30 hectares de mangroves dans les 100 dernières années. Parce que les gens coupent les mangroves pour l'habitat, ils coupent les mangroves pour du bois de chauffe et pour produire du charbon. Et maintenant, c'est la vulnérabilité partout. Et les mangroves, c'est les mangroves qui protègent la terre contre l'érosion marine. Revenons à ces forts. Où est-ce qu'ils étaient avant? Le fort Lillet, par exemple, était justement... Moi, j'ai connu le fort Lillet lorsque j'étais enfant. Mais depuis... Est-ce que c'est non loin du rivage ou bien... Oui, le fort Lillet donnait sur le rivage. C'était un fort qui protégeait justement la ville d'Ekaï. Et Pétion avait construit le fort Lillet. Bon, le fort Lillet, bien entendu, on va vous dire que le fort Lillet est construit avant notre indépendance. Le fort Lillet. Et le fort Pétion est construit, nous-mêmes, et le fort La Toutrelle ont été construits après notre indépendance. Donc, et c'était sur le rivage. Ces forts étaient dans la baie sur le rivage. Et aujourd'hui, sur l'Ekaï, vous ne voyez même pas ces forts. C'est sous les eaux alors? C'est sous les eaux. C'est sous les eaux. Le fort Lillet, par exemple, actuellement, est à 30 mètres. Est à 30 mètres du rivage. Et actuellement, nous sommes en train de faire des travaux pour aller vers la récupération de ces forts. Alors, on va finir. Madame l'Environnement. Vous n'aimez pas ce titre, j'imagine? J'ai pas de problème. Alors, c'est quoi le dernier mot? Et vous souhaitez qu'il y ait donc une campagne de sensibilisation pour que les jeunes, surtout, apprennent à protéger l'environnement? Justement, ça prend du temps, en fait. Ce n'est pas uniquement une question de reboisement. Oui. L'environnement, c'est large, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des champs à explorer. Et donc, si on fait des études, on va pouvoir quand même agir de façon vous êtes professeur. Efficace. Je suis professeur, donc oui, voilà. Ça fait partie de votre travail. Avez-vous remarqué la présence de cette culture chez nos jeunes aujourd'hui, la protection de l'environnement? Bien justement, et la question est très intéressante. Pourquoi? Je donne un cours d'intro aux sciences de l'environnement à l'université Quisqueya et j'insiste souvent là-dessus. Je donne à mes étudiants des devoirs qui les interpellent. Je prends un exemple simple. Un étudiant qui arrive en première année ne sait pas comment faire du compost. Ça, c'est quand on lui demande c'est quoi le compost, l'étudiant ne sait pas. Donc, ce que nous pouvons faire déjà, c'est d'instruire, de sensibiliser ces étudiants-là au niveau universitaire. Mais moi, parallèlement, je voudrais qu'on commence à inculquer ces valeurs-là au niveau primaire. Donc ça, c'est important. Oui, pour que cela devienne une culture. Une culture. Oui, alors, avec vous, Monsieur le Schrad, vous avez déjà l'habitude de réaliser ce genre de projet?
Nous avons justement réalisé la protection de la ville. Justement, nous venons de protéger le Rav Jérémie, une structure en 4 mètres, sur 4 mètres de haut. Nous avons réalisé les études avec le groupe TRAM et nous avons maintenant il y a Sotec qui vient de réaliser et que nous avons également aidé à superviser, qui vient de réaliser la structure. La structure est là, elle est superbe, une structure de 4 mètres de haut. Donc le seul endroit où je peux dire moi-même, je sais qui est protégé à Port-au-Prince, je parle de Port-au-Prince spécifiquement, est actuellement Rav Jérémie à Cité Soleil, contre tsunami. S'il y a tsunami, vous allez à Rav Jérémie, vous êtes protégé. Ah bon? Rav Jérémie à Cité Soleil. Oui, ça dépend du niveau de vague. Parce que justement, là, ça a été étudié justement par Gary Zairo, qui est un groupe d'experts américains avec nous-mêmes. Et il fallait faire une structure de protection, comme vous avez dit, sur 4 mètres, et la structure a été faite. Gary Azario, the last question. You go back to your country. Will you come back to stay in l'Île Vache? Vous allez partir bientôt après le travail. Est-ce que vous avez l'intention de revenir vivre à l'Île Vache, étant donné que c'est une zone protégée? I think I will be back many times to see how the project progresses and hopefully participate. J'aime très bien votre question, Wendell, parce qu'il a dit qu'il veut revenir plusieurs fois. Mais justement, son épouse Kim Zairo m'a dit elle est intéressée, elle serait très intéressée à laisser la Floride pour venir vivre à l'Île Vache. Elle est chercheur également. Oh, ok. Est-ce que ça va se passer, non? Oui, je pense que ça va se passer parce qu'actuellement nous sommes en train d'étudier ensemble, on fait une recherche avec Kim sur la production d'huile de fruits de mer. Mais vraiment, pour terminer, mais ce projet-là de construire un aéroport à l'Île Vache avait été contesté à un certain moment de la durée. Finalement, les habitants acceptent le fait accompli? Je dois vous dire que ça a été contesté. Et pendant près d'une année, ça a été tout un problème. À un certain moment, le CHRAD a dû même intervenir pour aller voir, pour expliquer aux gens les avantages et les inconvénients. Et les gens maintenant ont accepté parce qu'ils ont vu les possibilités de création d'emplois. Et les gens étaient peut-être mal informés. C'est ce que moi je comprends. Et puis je peux dire également qu'au niveau de l'État, je dois dire par probité intellectuelle, il y a un travail qui n'avait pas été fait. Les gens n'étaient pas informés. Et maintenant, ils sont informés. Maintenant, il y a eu beaucoup de sessions de formation et d'information. Et là, les gens ont pu comprendre. Et là, ils acceptent de voir arriver le développement sur l'île. Anibra, vous avez pensé à avoir un petit terrain là-bas? J'aimerais bien, mais je pense que c'est impossible. Non, j'imagine qu'une prise de terre là-bas, l'Île Vache va être énorme en termes de prix. Alors, Gary? Oui. J'ai appris que votre femme est intéressée à venir en Haïti. Oh, Kim. Your wife Yes. wish to come back, wish to come to stay Yes, in she l'Île Vache. has been here several times, and she. What about staying here for long? Maybe You don't think so? Jean Lucien can convince her to come back and start the conch farm in Yes, Lavesh. yes, that's what, as you just said, the conch farm, parce que justement, on travaille ensemble, elle et moi, sur un projet de production de lambi À l'Île Vache. à l'Île Vache. Alors, sa femme, Oui, c'est une grosse ferme industrielle de production de lambi. Et c'est sa femme qui travaille avec le CHRAD sur cette possibilité-là, et c'est elle qui devrait venir vivre sur l'île, cette partie de l'île, et développer le projet. Elle fait l'étude. merci infiniment, messieurs et dames. Thank you very much for being with us today. C'était un plaisir de vous recevoir à cette émission, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, pour partager avec nous la conclusion de cette enquête, la conclusion de ce rapport et les recommandations. Et en résumé, on dira qu'il y a quand même de graves risques sur Haïti au cours des 60 prochaines années, ou encore dans 60 ans. Les précipitations seront réduites selon selon le rapport de l'étude réalisée en Haïti. Et on notera aussi que, selon les experts, que l'Île Vache est une zone pas vulnérable du tout, disons mieux protégée. Et c'est une zone où l'on peut choisir de vivre
selon ce que les experts ont constaté. Donc, merci encore une fois. Et Monsieur Ligondé, Jean-Lucien Ligondé, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, CHRAD, qui a réalisé cette enquête. Je veux aussi remercier Michael Splate, qui lui est docteur en météorologie, qui fait partie de cette équipe qui a réalisé cette étude. Et finalement, Gary Azario, qui lui est docteur en géologie et qui nous parlait de la protection justement de l'île Lavache par rapport aux éventuels tsunamis. Merci Anibra, merci Jean-Lucien Ligondé, merci Gary, merci Michael. Merci à vous tous qui avez choisi d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette enquête. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Ender. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Plusieurs invités pour vous servir aujourd'hui, pour vous parler de cette étude réalisée par le CHRAD qui implique la participation de plusieurs experts, tant haïtiens qu'étrangers. Merci de votre intérêt. Merci surtout de votre fidélité. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.